Matthieu, La voie métaphysique, chapitre 2, le premier monument de la connaissance. Ce n'est pas seulement par un raisonnement chronologique que nous sommes conduits à rechercher dans la race jaune le monument le plus ancien de la connaissance. C'est par un raisonnement psychologique et logique que nous sommes amenés à constater chez eux le monument le plus exact de cette connaissance. Les jaunes étaient essentiellement traditionnels. L'essence de leur philosophie devait résider dans les livres les plus reculés. Ceux-ci, écrits à des époques lointaines où les besoins de l'homme étaient moindres et où l'ardeur de ses désirs ne le portait pas à obscurcir sciemment ou inconsciemment la vérité, devaient être la source de tous les enseignements ultérieurs. La piété filiale des Chinois considérait donc que tout ce qui pouvait intéresser l'homme était contenu virtuellement dans les premiers livres, et que toutes les réponses à tous les problèmes y étaient potentiellement incluses. Les solutions et les éclaircissements, nécessaires aux sciences nouvelles, devaient se trouver dans les lois antiques en germe, et devaient être développés dans un sens analogique aux solutions qu'ils donnaient aux sciences des époques où ils furent composés. La conviction de cette synthèse si puissante qu'elle comprenait dans l'œuf tous les efforts concevables de l'esprit humain fait le fondement et la certitude de toute la philosophie asiatique et a développé l'esprit analogique et déductif de la race jaune. Cette tournure d'esprit qui vénère les institutions et les doctrines du passé jusqu'à y subordonner les actes du présent et les spéculations de l'avenir est aussi une manière d'honorer jusque dans sa parcelle primitive l'ancêtre commun dont la race est sortie. Elle devait avoir un double résultat. D'abord, de conserver à travers les vicissitudes des âges les livres de la plus haute antiquité dans toute leur intégrité et avec une fidélité parfaite. Ensuite, d'empêcher les divisions des esprits, les antagonismes des systèmes, et de créer dans un seul courant d'enseignement une école unique, tenant d'un même auteur, appliquant au même but, par les mêmes moyens, toute l'ingénieuse ténacité de la race. Ce double résultat fut atteint. On verra de quelles conséquences il devait être pour la vie intellectuelle, politique et historique de la race. Le premier livre de la Chine, qui est aussi et de beaucoup le premier livre du monde, remonte à l'empereur Fōyi, premier des souverains du cycle historique des Jaunes. Tout entouré qu'elle soit de légendes, surajoutée par un respect naïf et populaire, son existence n'est ni contestable ni contestée. Il régna sur ce qui s'appelait alors la Chine à partir de l'an 3468 avant l'ère chrétienne. Cette chronologie est assise, nous l'avons dit, non pas sur des calculs modernes plus ou moins fantaisistes, mais sur la description précise de l'état du ciel à l'époque où régna Fōyi. 10 ans de suite qu'il ne faut pas attribuer personnellement à Fōyi les doctrines passées à la postérité sous son nom. Fōyi, comme tous les souverains de ces époques lointaines, fut un savant, un mage, un chef d'école. C'est même précisément pour cela qu'il fut choisi comme souverain par sa race. La Chine, en effet, n'a de dynasties héréditaires que depuis l'an 2199 avant Jésus-Christ. Fōyi eut des amis, des disciples, des ministres. Tout cela firent des doctrines de Fōyi des gloses, des interprétations dont les hexagrammes impériaux avaient du reste besoin, et tout ce bagage amalgamé et confondu devint la doctrine de Fōyi. Fōyi est la raison sociale d'une école métaphysique et de quelques siècles de la pensée humaine. L'œuvre de Fōyi consiste en 3 traités, dont 2 sont perdus. Les écrits contemporains n'en mentionnent que les titres. Ce sont le Lien San, chaîne de montagne, c'est-à-dire le livre des principes inaltérables contre lesquels rien ne peut prévaloir, le Kuei-tsang, qui signifie le retour, c'est-à-dire le livre où toutes les questions doivent être ramenées pour trouver leur solution. Le 3e traité, qui est le premier monument de la connaissance humaine, porte le titre de Yi King, changement dans la révolution circulaire. Ce titre rappelle que toutes les modalités apparentes du créateur dans la création sont étudiées dans 64 symboles, les hexagrammes, formant cercle,
et dont le dernier est relié intimement au premier. C'est ici la première occasion de faire remarquer que le jaune emploie souvent le dessin au lieu de la parole pour laisser à une idée déterminée toute sa synthétique ampleur. Il n'est pas douteux, précisons-le tout de suite, qu'il y ait eu des monuments écrits antérieurs au traité dont le Yiking est le troisième. Ces monuments ont été écrits ou dessinés ou sculptés sur le toit du monde, berceau unique de l'humanité, à l'aide de signes que toute l'humanité comprenait avant qu'elle se fût divisée par des migrations diverses et qu'elle eût ainsi perdu la conscience de sa totalité. Ce qu'est cette écriture unique, on ne le saura sans doute jamais qu'à l'aide d'approximatives appréciations, car un paléographe ne reconstruira pas une écriture au moyen d'un jambage, comme Cuvier reconstruisait un mammouth au moyen d'une jambe. Mais c'est de cette écriture unique que découlent à des époques concordantes et par des procédés de déformation parallèles les hiérogrammes chinois et les hiéroglyphes chaldéens ou suméro-acadiens. Il est possible toutefois de déterminer les influences toutes physiques qui présidèrent à ces déformations. Sur ce Pamir qui fut notre commun berceau, une même langue, une même graphie, toutes deux perdues, régnaient. Un jour, soit qu'un cataclysme ait amené sur ces altitudes le froid qui y règne aujourd'hui, soit que, à force de se pencher sur le bord rugueux des plateaux, la race humaine ait pris le vertige des plaines inconnues, un jour vint où les hommes, par les fleuves qui prenaient naissance aux plateaux primitifs, descendirent aux niveaux inférieurs. Ainsi, ceux du sud, les futurs rouges, par le Zangbo et le Sine, ainsi ceux de l'ouest, les futurs blancs, par le Sire et l'Amou, ainsi ceux de l'est, les futurs jaunes, par le Huanggu et le Yangtze, tous, sans regarder en arrière, quittèrent la montagne ancestrale qui fut le nombril du monde. Parmi eux, les vieillards et les savants emportèrent la sagesse et la tradition. Or, sur les rives fertiles des fleuves, sous le bénévole et chaud soleil de l'extrême-orient, les peuples de l'Est, polissés peu à peu, trouvèrent le bakshi, des fibres duquel ils tirèrent un papier fin, souple, et des pinceaux plus doux que la soie, merveilleux instruments entre leurs doigts agiles d'ouvriers artistes. Par ces moyens subtils de transmission, les linéaments primitifs prirent la figure de dessins agrémentés de pleins et de déliés sous la légèreté du pinceau et l'habileté de la main. Or, dans les espaces tortueux qui s'étendent à l'ouest de Tianshan, sous le soleil dévorant des Mésopotamies, les peuples trouvèrent à la surface du sol les granites, les diorites, les marbres, les pierres brillantes et dures qui, amoncelées en remparts, assirent sur des bases presque indestructibles les monuments de la puissance et de la science chaldéenne. Alors, saisissant le marteau, les peuples de cet Orient taillèrent à l'aide des pointes d'acier les caractères primitifs qui, s'enlevant au ciseau sur la surface des marbres, s'étoilèrent en triangles aigus et s'allongèrent en lignes rigides. Bientôt, ces différences, dues seulement d'abord aux difficultés graphiques rencontrées dans la nature, entrèrent dans l'essence des hiéroglyphes et constituèrent par les déformations successives des caractères, au fur et à mesure des civilisations divergentes, des écritures dissemblables. Mais malgré tout, le caractère essentiel des représentations demeure le même. L'esprit d'un synthétique reconstitue le type primitif et découvre sous le voile des plus diverses apparences le même signe hiéroglyphe, lumineux et triomphant. Or, c'est précisément parce que Phoi connut que les hiérogrammes du 35e siècle avant le Christ n'étaient que des déformations de l'écriture primitive et étaient donc des représentations insuffisantes pour des pensées abstraites et générales qu'il employa pour fixer la tradition de la seule manière qui convenait, c'est-à-dire synthétique et universelle, les symboles linéaires des trigrammes. Car l'écriture du Yiking est de deux sortes. Le trigramme pour le texte même de Phoi, l'hiérogramme, caractère primitif ou koteou, pour les gloses et paraphrases de l'école de Phoi. La trame du Yiking consiste donc en 64 hexagrammes ou trigrammes doubles. Ces 64 types proviennent par une révolution au sens inverse de deux cercles concentriques des 8 trigrammes.
Ces trigrammes proviennent des 4 digrammes, et ces digrammes des positions diverses du trait plein et du trait brisé. Ces 2 traits sont les figures symboliques représentatives les plus simples qui aient jamais existé. Où l'empereur Fōi prit-il un symbolisme si naïf? Là comme ailleurs, et pour l'écriture traductrice de la pensée comme pour la pensée elle-même, Fōi ne s'adressa ni aux interventions célestes, ni aux puissances invisibles, mais bien à la nature qui en environnait et qui enchantait sa race. C'est à hauteur d'homme que dans sa logique indiscutable, il prenait le truchement de la tradition qui devait éclairer et guider l'humanité. En effet, le livre historique des rites de Tséou dit que, avant de tracer les trigrammes, Fōi regarda le ciel, puis baissa les yeux vers la terre en observa les particularités, considéra les caractères du corps humain et de toutes les choses extérieures. C'est-à-dire que les 2 traits indiquent un état double, ou mieux, l'égalité de 2 états communs à toute la création. Il convient de rapprocher de ce symbole en ligne droite le même symbole en ligne circulaire, connu de toute l'Antiquité orientale, et rajeuni par les taoïstes, l'yin-yang, représentation du principe double actif-passif, masculin-féminin, lumineux-obscur, positif-négatif, etc., qui lorsqu'il est divisé en ces 2 parties par des observateurs analytiques produit la fatale erreur du bien et du mal, mais qui indissolublement un en essence, malgré l'aspect que la représentation matérielle est contrainte de lui donner, constitue le taïki, ou grand extrême, énergique et absolu symbole, gravé au fronton de tous les temples et que Lao Tzu a mis en tête de toutes les doctrines asiatiques. Le trait sans solution de continuité représente l'actif. Le trait avec solution de continuité représente le passif. Et au trait comme au principe, Fōi reconnaît l'essence et l'unité de la perfection dont ils ne sont que des aspects. Gardons-nous bien ici plus encore qu'en aucun autre lieu du monde, de confondre la chose avec la forme détériorée sous laquelle nous pouvons seulement la figurer et peut-être même la comprendre, car les pires erreurs métaphysiques, les pires cataclysmes moraux sont issus de l'insuffisante compréhension et de la mauvaise interprétation des symboles. Et rappelons-nous toujours le dieu Janus qui est représenté avec 2 figures et qui cependant n'en a qu'une, qui n'est ni l'une ni l'autre de celles que nous pouvons toucher ou voir. Telle est l'interprétation du symbolisme des traits des hexagrammes de Fōi. Elle montre bien que le Yiking est un livre universel et non pas un traité d'astronomie comme ont prétendu les Japonais et des latins japonisants. Les hiérogrammes qui constituent les gloses et paraphrases de l'école de Fōi, dont les principales sont les formules de Wen Wang, sont écrits en caractères primitifs appelés Kōteu. Ces caractères sont l'origine des clés qui existent encore à l'heure actuelle dans l'écriture idéographique jaune. Nous n'avons plus sur les papiers de l'Extrême-Orient l'écriture même de l'école de Fōi. Et l'on pourrait douter de sa valeur et de ses formes si cette écriture, qui n'a pas subsisté au pinceau dans les manuscrits, n'avait pas, comme le roc, et sculpté dans le roc, résisté au temps et aux révolutions. Les hiérogrammes en question se retrouvent dans la célèbre inscription de Yu, sur la montagne de Hengshan, et conservée à Singanfu, première capitale de la Chine historique, ville qui reste non seulement le plus épique souvenir de l'Antiquité chinoise, mais qui est encore à l'heure présente le refuge sacré qui abrite victorieusement les souverains de la Chine moderne contre les tentatives guerrières de l'Europe coalisée. En dehors de sa valeur sculpturale, cette inscription est trop intéressante pour que nous ne la mentionnions pas textuellement, au moins en partie. Elle est en effet contemporaine du déluge hébreu, et elle en parle. Elle remonte exactement à 2276 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'elle est antérieure de 5 siècles aux plus anciens hiéroglyphes égyptiens. Soulagez-moi, mes conseillers, dans l'administration des affaires, dans l'ouest et au-delà des montagnes, les grandes et les petites îles, les plateaux habités, les demeures des oiseaux et des quadrupèdes sont au loin inondés. Avisez à cela, faire écouler les eaux et élever des digues pour empêcher un nouveau débordement. Et plus loin, il est dit, il y a longtemps que j'ai complètement oublié les miens afin de réparer les maux de l'inondation.
Mais à présent je puis me reposer. La confusion de la nature a disparu. Les grands courants qui venaient du Midi se sont écoulés dans la mer. Il y a évidemment longtemps que l'on sait que le déluge biblique fut une inondation partielle et un assez médiocre cataclysme. Mais chacun, estimant les choses d'après le bien ou le mal qu'elles lui procurent, l'empereur Yu ne voyait qu'un débordement provincial là où l'historien hébreu voyait la destruction de la nature et par conséquent le doigt de son Jéhovah. Quelques digues devaient prévenir une inondation analogue et c'est le ministre des Travaux publics qui remplace ici la colombe de l'Arche. Une fois de plus, l'inscription de Yu nous invite à ne pas prendre à la lettre les affirmations grandiloquentes des petites nations et à nous souvenir par exemple qu'au XXIe siècle avant Jésus-Christ, il ne fallait pas beaucoup d'eau pour noyer la race et la puissance juive. Les gloses qui accompagnent les hexagrammes de Fohi et qui sont toutes transcrites aujourd'hui dans l'écriture idéographique moderne comprennent les formules du prince Wen Huang, fondateur de la dynastie des Zhou, les formules de Zhou Gong, les 10 coudelles de Kongzi, donc Confucius, le commentaire traditionnel de Zhengzi et le sens primitif du célèbre Tsui. Chacun de ces commentateurs éclaira le texte de Fohi et de Wen Huang des lumières préférées de son esprit. Et comme ce texte est synthétique et universel, nous en verrons passer les uns après les autres les sens métaphysiques, politiques, magiques, moral, social ou divinatoire, suivant les penchants particuliers des exégètes. Seule leur audace tranquille égale la simplicité de leur raisonnement. Rappelons-nous que Fohi et Wen Huang, Fohi surtout, se considéraient comme des truchements du Verbe éternel, sans nécessité d'imaginer un divin intermédiaire entre ce Verbe et eux. C'est pourquoi le Yiking, dont nous allons commencer l'analyse directe, s'ouvre-t-il par l'étude tangible de l'unité de la perfection, c'est-à-dire par l'étude humaine du ciel. Et nous n'obéissons pas à l'amour du paradoxe, mais à celui de la véracité, en plaçant au départ de cette étude les graphiques de Dieu. Que le sens de la formule soit enveloppé de ténèbres, cela n'est pas douteux. Ces ténèbres sont dues, pour une grande part, à l'habitude synthétique du raisonnement chinois et au caractère idéogrammatique de leurs graphiques. Je cite ici M. Philastre. Le caractère chinois n'a jamais de sens absolument défini et limité. Le sens résulte de sa position dans la phrase et aussi de son emploi dans tel ou tel autre livre, et de l'interprétation admise en ce cas. Le mot n'a de valeur que par ses acceptions traditionnelles. Fin de citation. Ici, l'obscurité du texte et des commentaires apparaît au surplus comme une volonté arrêtée de donner au même assemblage de caractères des sens parallèles et également vraisemblables, qui peuvent être lus et compris d'autant de façons qu'il y a de degrés dans l'entendement, de science dans l'humanité, de monde dans l'univers intellectuel. À ces caractères spécifiques, nous reconnaissons que le Yiking est bien le livre sans épithète, qu'il est à la fois synthétique et abstrait, logique et divinatoire, politique et métaphysique, ontologique et moral, et que les écoles de la Chine n'ont pas tort en le consultant et en le citant sous tant d'aspects. La voie de l'étude des philosophies chinoises n'est pas tracée comme celle des philosophies occidentales, et il est impossible de dégager la pensée chinoise d'une certaine ambiguïté. Nos intelligences y verraient plutôt que cette ambiguïté volontaire un certain trouble, indice d'une impuissance de raisonnement. Rien ne saurait être plus faux qu'un tel point de vue. La science orientale diffère de la nôtre, non seulement à cause de la race et du pays, mais aussi à cause de l'époque. Il ne faut pas s'attendre à trouver dans les descendants de Fohi et dans les contemporains de Lao Tse ces affirmations nettes et franches dont nous tirons une singulière vanité, affirmations qui, sans doute exactes, mais qui à force d'être étroites et strictes, ne renferment qu'une minime partie de vérité. Toutes ces portions infinitésimales, affirmées les unes à côté des autres et indépendamment les unes des autres, par nos esprits analytiques, cachent la vérité entière à nos yeux délicats et myopes. C'est ainsi qu'un visage
se reproduit avec les pires déformations dans un miroir taillé à 1000 facettes juxtaposées en des plans différents. Les discussions microscopiques nous ont rendus inaptes à goûter, à saisir les larges synthèses. Je comparerais volontiers le sentiment de l'occidental transporté en Chine à celui d'un paysan des plaines enlevé subitement au sommet du Mont Blanc, ses sens inaccoutumés des profondeurs et des horizons lointains, le frisson inconnu du vertige, l'empêcherait de goûter la splendeur du paysage. C'est un sentiment d'inquiétude analogue qui nous saisit devant les systèmes et les modes du raisonnement chinois, mal préparés que nous sommes par défaut d'accoutumance à saisir dans cet ordre inaltérable régissant l'univers autre chose qu'une théorie compliquée, dans les espaces et les profondeurs de laquelle nos esprits mal perspicaces s'impatientent, se rebutent et s'égarent avant de l'avoir comprise. Celui qui veut s'initier à la tradition primordiale que nous offre le premier monument de la connaissance doit être prévenu. Il se sentira envahi d'un trouble vague et singulier, non seulement à cause de l'universalité de la synthèse, mais aussi à cause de la généralité des termes employés, de l'impropriété forcée des interprétations et du manque total de préparation où se trouvent les Occidentaux de lire et d'écrire dans une langue analytique ce qui n'a son sens parfait et sa valeur entière que dans les idéogrammes. Pour quiconque voudra pénétrer profondément l'intime de cette science et de cette pensée, c'est dans les livres originaux et non dans un résumé scolastique, moins encore dans une adaptation étrangère, qu'il devra chercher l'aide et la clarté nécessaires. C'est là le grand défaut des ouvrages des sinologues les plus distingués comme Stanislas Julien et tant d'autres, à qui un long séjour dans le pays chinois, au milieu des lettrés chinois, eût donné sans conteste ni hésitation les solutions qu'ils cherchaient en vain parmi d'ingrats travaux à la Sorbonne ou au Collège de France. C'est un séjour très long qui a permis à M. Philastre ses travaux sur le Viking. C'est le séjour en Extrême-Orient qui eut permis aux missionnaires et, entre autres, au père Huc et Prémar d'aller profondément dans l'intelligence des plus obscurs arcanes, si l'idée religieuse romaine, en vue de laquelle seul ils travaillaient, n'eût conduit leur esprit sur une seule voie, et ne leur eût pas forcé à tirer de leurs travaux des conclusions singulières, auxquelles ils n'eussent pas un instant songé si leur état ne leur en eût fait une nécessité inéluctable. Pour ces raisons, et dans ces conditions, il est impossible d'éclairer le Viking autrement que par des philosophes et des raisonnements jaunes. Encore faut-il saisir de quelle façon il faut réclamer et appliquer cette aide. On ne doit pas le faire à la façon dont, par exemple, les commentateurs occidentaux, par des formules strictes et des déductions imperturbables, ont mis en lumière tous les beaux aspects du génie grec, par exemple, précisément parce que le génie grec, d'où sort le génie des races latines, s'arrange fort bien de nos moyens d'argumentation et de dissections intellectuelles. Mais pour la même raison que le génie des Chinois nous paraît à première vue vague et abstrait et abstru, la vaste synthèse chinoise se fut trouvée par de tels moyens non pas divisée et éclaircie, mais morcelée et détruite, et n'eut rien laissé devant nous qu'un corps meurtri et froissé. L'application d'un livre à l'éclaircissement d'un autre ne saurait donc s'entendre d'une manière absolue, ni pour les idées, ni pour la terminologie. Expliquer un texte par un contexte serait ici le comble de la naïveté et aussi de l'erreur. Mais après avoir saisi le fond de l'enseignement d'un philosophe, de Lao Tzu par exemple, se bien pénétrer de la valeur qu'il donne aux termes de l'ancienne étude et ensuite placer devant un texte confus à interprétation multiple d'un des kings primitifs, induire la manière dont Lao Tzu l'eût compris, telle est la seule manière valable d'éclairer les textes orientaux les uns après les autres et de faire rendre leur pensée à tant de symboles. Ils semblent divergents, ils sont seulement différents, mais ils vont tous à la vérité unique. De même que les vagues de la mer, qui paraissent dissemblables entre elles de hauteur, de couleur et de direction, n'en vont pas moins au même but, sous les influences constantes des moussons et des marées.